On va essayer de ne pas être trop long et trop ennuyeux. J'ai mis en affichage là, cette fameuse affiche là, qui représente les 4 rendez-vous que donnent les Cleusiaux cette année au printemps des Talus. Nevezanzerach Cleusiaux, sur une idée originale de Jean-François Bouguenec. L'année dernière, on a fait un événement juste sur une journée. Et cette année, on est parti là-dessus. Et les autres années aussi, je pense. Je vais passer la parole à Éric Polidori, du Cleusiou de Scrignac, qui va vous présenter un peu la genèse de Cleusiou et d'autres choses. Bonjour, on s'est déjà vu tout à l'heure à la randonnée pour ceux qui sont venus. Moi, ça sera assez rapide, hein. C'est juste en complément de ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur le terrain. En fait, tout le monde a vu autour de chez soi, principalement ces dernières années, les talus disparaître. D'abord les coupes blanches, les talus disparaître, les chemins creux comblés, donc avec des endroits où on n'a plus accès, certains depuis longtemps parce qu'ils n'étaient plus empruntés, mais d'autres récemment. Et ça s'est amplifié de façon vraiment importante ces dernières années, sur les 3 dernières années. Ce qui a fait réagir l'historique, tu pourras revenir dessus parce que tu connais mieux que moi, au niveau de Calac d'abord, Spézet et d'autres communes qui ont suivi par la suite. Donc en fait, c'est vraiment cette disparition et cette augmentation rapide de la disparition des talus, justement, qui fait que des citoyens, comme vous et moi, ont décidé de se réunir en collectif et dans plusieurs communes pour déjà se fédérer, former un réseau et pouvoir partager les informations et pouvoir faire front, justement, pour l'ensemble de ces disparitions. Et essayer du coup d'inverser la tendance, parce que vu l'accélération qui est de ces destructions, ça se compte en années avant qu'on ait vraiment des difficultés pour rattraper le tir. Un talus, ça met, enfin tu reviendras peut-être dessus, mais ça met en dehors du talus lui-même, mais à se repeupler plus de 30 à 40 ans. Donc en fait, on a vu sur le terrain tout à l'heure l'ensemble des bénéfices des talus. Je ne vais pas y revenir là. Erwan, tu feras le détail de certains, mais on ne va pas revenir sur l'ensemble des bénéfices. On l'a vu tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut retenir du coup, c'est que les collectifs Cleusiou se structurent depuis 2 ans environ. Il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par ce problème-là. Et l'idée, c'est pour peser dans les politiques locales, c'est d'avoir tous ceux qui ne sont pas des communes où il y en a déjà, ceux qui sont dans les communes où il y en a déjà, venez nous voir et nous aider à essayer de résorber ce problème-là. Et pour ceux qui sont dans des communes où il n'y en a pas encore, et c'est la plupart, créer votre collectif, c'est facile à faire, hein. C'est un groupement de personnes, et puis grâce au réseau qu'on commence à structurer, on aide en termes de documents pédagogiques, en termes de soutien, en termes de tout, voilà, on peut se fédérer. Juste pour ne pas être long, donc pour que ce soit efficace, il faut qu'on arrive à être nombreux en fait, et à l'exprimer, que ce ne soit plus un sujet tabou. Il faut qu'on arrive à exprimer ce problème-là avant qu'il soit trop tard. Je voudrais juste commencer au moins le début, mais pour vous dire que ça bouge depuis peu à un niveau élevé, puisque ça remonte jusqu'au gouvernement. Il y a eu une remise d'un rapport le 27 avril cette année, dont le titre est La Haye, donc La Haye sur Talus en Bretagne, mais La Haye ailleurs en France. Levier de la planification écologique, qui a été remis au ministère de l'Agriculture. Donc ça devient un enjeu réellement dont la prise de conscience remonte jusqu'au niveau gouvernemental. Je vous lirai juste le début de la dépêche AFP qui était sortie le 27 avril, et vous donnerez à ceux que ça intéresse le lien vers le rapport complet. Parce que ça résume bien, en fait, ça ne sert à rien de dire autre chose que ce qu'il y a là, et c'est ce qui remonte
au ministère. Donc ça prouve que ça remonte jusqu'où il faut maintenant. Des milliers de kilomètres de haies disparaissent encore chaque année du paysage agricole français et les programmes de plantation restent marginaux face au phénomène, constate un rapport du ministère de l'Agriculture consulté jeudi par l'AFP. Donc c'est ce que je vous dis. Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, soit environ 1,4 million de kilomètres. 1,4 million. Est révélé dans ce rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, dépendant du ministère de l'Agriculture. Loin d'être enrayé, le mouvement s'est accéléré ces dernières années, donc c'est ce qu'on dit nous aussi, mais c'est du coup remonté, ça remonte jusqu'au niveau ministériel. Le mouvement s'est accéléré ces dernières années, selon un rapport qui mentionne une perte annuelle moyenne de 23 000 km par an depuis 2017. Et c'était entre 2006 et 2014, la perte était de 10 000 km par an, ce qui est déjà énorme, hein. Mais là on est à 23 000 km par an sur les dernières années. Donc c'est la courbe est en plus en train de s'accélérer. Donc dès qu'on en parle autour de nous, chacun dit mais non, on n'a plus le droit de faire ça. Enfin, moi on me le dit sans arrêt, mais on me dit mais non, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'y toucher. En fait, les gens n'arrivent pas à croire qu'il est en train de se passer là vraiment une vraie catastrophe. Et juste une phrase encore de ce... Après, vous pourrez le lire, on pourra vous donner les liens. En face, la politique de plantation permet de créer environ 3 km de haies par an. Mais si l'accent est souvent mis sur la création de nouvelles haies, il convient avant tout de mieux protéger le linéaire existant, concluent les auteurs. Parce que donc, sur les 23 000 km qui disparaissent, il y en a 3 000 qui sont recréés. En plus, avec du coup du budget, des fonds publics pour compenser des choses, des arasements, soit sauvages, soit autorisés. Voilà. Voilà. Donc on ne va pas s'apesantir sur la dépêche, mais en tout cas pour dire que ça remonte, et il faut qu'on s'en empare, nous, dans chaque commune. Donc réellement, parce qu'on ne peut pas laisser déjà ça continuer et laisser aux autres le soin de faire quelque chose qui est vraiment à faire dans les années qui viennent, dans les quelques années qui viennent. Ça ne peut vraiment pas attendre. Voilà, merci. Merci Eric. Okay. Voilà. Moi, j'oublie toujours de remercier les gens quand il y a des choses comme ça. Je voudrais remercier tous les participants déjà. Le spot, l'écran, c'est Ben aussi. Hein. Toute la technique, c'est Ben et Delphine. Donc encore une fois, merci de mettre à disposition la salle. Donc je vous dis vite fait aussi le programme pour la soirée là. Donc on va faire un petit topo pas trop long sur les arbres et l'eau, l'arbre et l'eau. On va se focaliser là-dessus. Et ensuite, Bernest Tanguy viendra, nous a fait l'honneur de nous demander d'être présent. J'osais pas, on n'osait pas leur demander, ni à Soy Sibéril non plus d'ailleurs. Et Soy me dit comment ça se fait que je suis pas invité? Ben bien, non. Et donc on finira ensuite la soirée par un petit concert de Chris et Little Chris et Murray. Alex Murray, voilà. Bon, c'est bon, j'ai pas oublié de remercier. Non, bon, c'est bon. Oui, pour compléter ce qu'a dit Eric, il y a même eu un petit article dans Ouest France là, qui est paru, où c'est même le ministre de l'Agriculture, on oublie toujours leur nom, qui a décidé de s'emparer du problème. Ça, c'est les gens qui nous ont prêté du matériel. Non.
Et oui, je sais plus ce que je disais. Le ministre de l'Agriculture. Hein? Le ministre de l'Agriculture. Oui, oui, et donc le ministre disait qu'il allait faire des propositions dès le mois de juillet sur justement la préservation du bocage ou des haies, comme ils disent. Alors, des haies, l'autre jour, j'ai eu un échange avec la directrice de la FNE, France Nature Environnement, et tous les textes, en fait, font appel à la haie. Je lui dis, mais nous, en Bretagne, la haie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Arle, c'est le talus, Ahar, c'est la haie. Mais je lui dis, mais nous, dans notre imaginaire de breton, ça ne veut strictement rien dire. J'ai dit, oui, on va adapter les textes, on va adapter certains documents pour véritablement mettre en avant cette forme de bocage qui n'existe qu'en Bretagne. Et vraiment qu'en Bretagne, dans l'ouest de la Bretagne, vous pouvez les Vladivostok, il n'y en a plus. Il y en a un peu en Normandie, il n'y en a plus en Vendée, apparemment. Ça a carrément disparu. Donc ça peut disparaître ici aussi. Hein. Et donc cette histoire de haie, une haie, c'est pas seulement un rempart de végétaux, c'est souvent une haie qui fait plusieurs mètres de largeur, jusqu'à 6 mètres parfois. Donc nous, c'est le talus, donc haie sur talus. C'est là-dessus qu'on veut se battre, nous. On ne supporte pas de voir un talus à raser et remplacé juste par une haie linéaire sans que le monticule soit refait. Et ce talus, il se présente de la sorte. Donc, évidemment, le fossé. Et Jean Guillaumard, mon voisin paysan, me disait, de plus en plus, et je vous montrerai tout à l'heure une autre image, de plus en plus, ce fossé, il disparaît. Donc, quand bien même le talus subsiste, le rôle joué par ce fossé disparaît. Donc on touche encore à la fonctionnalité du talus, et ça c'est quelque chose qui, notamment pour le ruissellement de l'eau, on verra tout à l'heure, qui n'est pas du tout efficace, et le talus du coup ne joue plus son rôle. Donc voilà le talus, on va dire le talus breton tel qu'il est. On va pas parler de biodiversité. L'année prochaine, peut-être, j'essaierai de faire venir Manu Holder, là, qui est un super PowerPoint là-dessus. Mais bon, juste des images, voilà, elles parlent d'elles-mêmes. Je vous laisse les regarder. En haut, voilà. Évidemment, une diminution drastique du nombre d'espèces. Une autre photo aussi qui reprend le rôle de l'arbre. Alors Jean-Luc Pichon de Haut-Rivière fait bien la différence et les études aussi, entre l'arbre champêtre et l'arbre forestier. Nous, ce dont on parle, c'est l'arbre champêtre. Hein. Le bosquet ou la forêt ne rentre pas, enfin, c'est notre préoccupation aussi, mais notre discours se porte plus sur la préservation de l'arbre champêtre et le rôle de l'arbre champêtre dans la nature. Donc refuge, reproduction, alimentation, grande diversité végétale, hivernage, mobilité. Donc vous avez vu ça avec Eric, un corridor écologique et toutes ces choses-là. Ça c'est une image, il y a eu un grand dossier, c'était dans un mensuel, Nature et je ne sais plus. Et j'aime bien, ça reprend un peu ce qu'on connaît déjà. Je ne sais plus où j'ai mis l'illustration. Donc ça on ne verra pas aujourd'hui. Hein. Produit des pollens et des composés volatiles. Évapotranspiration, on n'en parlera pas trop non plus. Pourtant, si la sécheresse continue, il faudra bien en parler, parce que l'évapotranspiration, ça concerne surtout le sud de la France. Reflète, absorbe les rayons du soleil, freine les vents, absorbe les polluants gazeux, retient les particules fines, et puis épure l'eau, etc. Et ça j'aime bien, procure bien-être et esthétisme visuel. Ben ouais. Ben ouais, tout simplement. Et c'est bien de le dire aussi.
Donc le talus, la première image. Vite fait, parce que vous avez pu le constater, je ne sais plus, il y a une dame qui me disait tout à l'heure, oh ben dis donc, les deux promeneurs, là, ils nous ont pas remonté le moral. Hein. Je crois que Ronan et Xavier, ils étaient durs un peu. Hein. Bon, voilà ce qu'il y a dans les campagnes de Saint-Hernin, Pézette, des talus à raser, et remplacés par ce qu'on appelait, nous, des boudins de compensation, pas replantés. Alors, pas tous, hein, mais énormément, on voit ça de plus en plus dans les champs, parfois même dans le sens de la pente, carrément, tant qu'on y est. Une nouvelle technique qui apparaît depuis peu de temps, et ça nous affole. Et on a fait remonter ça à la FNE et qui tombe des nues, parce que ça c'est légal, on appelle ça le rognage de talus. C'est-à-dire que le fossé là, dont on vous a parlé tout à l'heure, il est comblé et on vient au bulldozer, on vient enlever 60 cm d'épaisseur de terre et sur le dessus on enlève 60 cm aussi. Pour vous dire que les racines sont à nu, complètement. Bon, là, il n'y a plus d'arbustes, il n'y a plus rien déjà. Mais ça, on voit ça de plus en plus. Et ça ne figure nulle part, c'est légal. Alors, ce genre de pratique, hein, et on le dit, on le redit, parce que certains nous font passer pour des écolos, des machins, tout ce que vous voulez. Dans les communes, on a le recul maintenant sur plusieurs dizaines de communes. Dans chaque commune, c'est toujours 2, 3, 4 maxi qui font des conneries, quoi. Avec le maire, l'autre jour, à Spézette, on avait une réunion pour préparer un Closio, là. Il était d'accord avec nous, il était même capable de nous les citer. Bon. Donc c'est une autorité publique que dans une commune, voilà. Et les 3/4 ou même les 5/6e laissent leur bocage fonctionnel, on va dire. Voilà, et c'est important de le dire aussi. Oui, ça je reviendrai tout à l'heure, mais je vais fermer le PowerPoint. À Montresse, 60 mètres cubes de boue en 20 minutes dans leur sous-sol. En bas. Voilà. Je vous la mets tout de suite là et on y reviendra tout à l'heure. Ça marche pas. Ah si, il est là. Voilà. Normalement, c'est Jean-Luc Pichon qui devait venir faire le topo. Il est vachement plus calé que nous. Et il m'a dit, je suis pas là. Il est, je crois, à Belle-Île-en-Terre. C'est la fête du jardinage et de la nature et du bocage à Belle-Île-en-Terre. C'est à Belle-Île-en-Terre, je crois, pendant 2 jours. Donc il m'a dit, tiens, prends ça, bouquine ça, bosse ça, et puis démerde-toi. C'est une revue qui est parue à l'échelle de l'Europe en 2004. Je lui dis, mais c'est vieux ton truc? Il me dit, non, toutes les études scientifiques ont été depuis corroborées, voire affinées. Donc, ce que je vais voir avec vous vite fait, là, c'était déjà connu en 2004. Donc, le titre, c'est Arbres et eau, rôle des arbres champêtres. Et on commence à y être hein, dans la sécheresse et dans ce climat qui change et l'origine des eaux qui change aussi. J'en parlerai aussi. Donc les impacts de l'eau sur le cheminement de l'eau. Les arbres situés sur un bassin versant influencent l'écoulement de l'eau depuis son arrivée avec la pluie jusqu'à sa sortie par le cours d'eau ou par rejet dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Ils peuvent aussi influer sur la qualité de l'eau, qui peut se charger plus ou moins en éléments minéraux et particules fines. Donc on va voir plusieurs chapitres. On va développer un peu, réguler le régime des eaux, accroître la protection des sols contre l'érosion, recycler les éléments minéraux, on n'aura pas le temps de le voir, c'est tout ce qui est
phosphore, nitrate, limiter l'évapotranspiration non plus. C'était surtout une préoccupation du sud de la France, mais qui commence à devenir aussi préoccupante chez nous. Et protéger les rivières. Bertrand n'est pas là, notre ingénieur des rivières, mais on n'aura pas trop le temps non plus de le faire. C'était en fait l'aménagement des rives par le boisement et le rôle de filtre en fait. Juste un petit truc, parce qu'on n'y reviendra pas après. Une bande de 6 à 8 mètres herbeuse, en herbe, ça bloque 85% des nitrates avant que ça aille dans la rivière. C'est quelque chose d'assez incroyable quand même. Donc il y a des mesures qui sont connues. Hein. Alors les PAGA essayent de faire passer ce message-là, mais bon, les PAGA est employé, les employeurs des PAGA, c'est la DDTM. Voilà. J'ai eu l'occasion de les appeler et ils m'ont dit ben non, si on ouvre trop de notre gueule, on est viré. Bon, ok. Donc réguler le régime des eaux. Alors comment les arbres interfèrent dans le cheminement de l'eau à l'intérieur d'un bassin versant, depuis la pluie jusqu'à la rivière. La connaissance de ces cheminements permet de comprendre la rapidité de montée des crues et la gravité des étiages. Les étiages, c'est la plus basse moyenne de l'eau dans l'année. Les arbres et haies, donc haies c'est toujours pareil, conservé dans la tête, c'est talus, haies sur talus pour nous. Hein. Les arbres et les haies interviennent à 4 niveaux, en interceptant une partie des eaux de pluie, en assurant un certain stockage d'eau, d'autant plus efficace que les haies sont perpendiculaires à la pente. Ainsi, une parcelle de 1 hectare possédant 50 mètres de haies disposée perpendiculairement à la pente pourrait stocker entre 150 et 375 mètres cubes durant les périodes pluvieuses pour les relarguer lentement durant les périodes sèches. En facilitant aussi l'infiltration de l'eau dans le sol, celle-ci circulant alors plus lentement. En augmentant l'eau évapotranspirée par une respiration plus forte que celle des autres cultures, les arbres, grâce à un enracinement profond, mobilisent une quantité plus importante d'eau. Donc les nappes phréatiques sont en contact directement avec la surface grâce à cet échange racinaire. Comment l'eau est-elle stockée ? C'est un peu technique, mais j'ai trouvé ça intéressant. L'eau est avant tout stockée dans les microporosités du sol qui constituent la réserve en eau utile que la végétation va pouvoir utiliser. Une autre partie de l'eau, soumise aux forces gravitaires, ne fait que transiter dans le sol par les macroporosités. 2 facteurs interviennent sur la capacité de stockage. Le type de sol, plus il est argileux, plus le stockage est important. L'occupation du sol, et on en reviendra tout à l'heure là-dessus sur l'érosion. Les prairies stockent beaucoup plus d'eau, leur taux de matière organique plus élevé, augmentant la porosité. Et quand on voit le recul des surfaces en herbage, c'est le recul en fait de l'élevage et qui est remplacé par des cultures de céréales ou de maïs. Et c'est pas du tout le même effet. L'arbre des haies va pouvoir augmenter cette capacité de stockage. Ce stockage se fait généralement en surface, jusqu'à 40 cm de profondeur. On distingue 3 types de stockage. Le stockage amont, sur une distance de 10 mètres plus haut, la haie et éventuellement son talus agissent en amont en constituant un obstacle mécanique à l'écoulement de l'eau. L'eau excédentaire est relâchée très lentement à l'aval de la haie. Le stockage induit. Ça, c'est assez étonnant. Il s'agit de l'effet de barrière joué très très en amont par une haie barrant à bassin versant. Ce stockage induit s'opère sur une distance de 20 à 30 mètres en amont de celle-ci. Et le stockage de la haie, évidemment. La porosité au niveau de haie favorise l'infiltration tant que le sol n'est pas saturé en eau. L'eau de pluie qui tombe sur le sol peut suivre 2 voies, ruisseler en surface ou s'infiltrer. Dans les zones agricoles où le sol a été rendu plus ou moins imperméable, l'arbre et la haie constituent une zone privilégiée d'infiltration du fait même de la texture et de la structure du sol. Présence d'une strate herbeuse, dépôt de particules fines, sol travaillé par les racines et les vers de terre. Donc un sol plus aéré et poreux,
taux d'humus, système racinaire pénétrant profondément dans le sol. Et une petite digression sur les busucs, c'est assez extraordinaire. Les borères beunées, généralement riches en matière organique, sont aussi très riches en vers de terre. 1 tonne 8 par hectare de lombric contre 50 kg dans une zone cultivée. Donc c'est vraiment un réservoir, les talus sont un réservoir de lombric, mais quelque chose de dingue, quoi. Les galeries creusées par les vers de terre créent une porosité permettant la circulation de l'eau et une pénétration des racines. Il existe une corrélation entre la quantité de lombric et la vitesse d'infiltration de l'eau. On pourrait dire un mot aussi sur les incidences en aval, sur l'écoulement des rivières, mais on n'aura pas trop le temps. Voilà. Peut-être une petite... Non. En résumé, la pluie reconstitue généralement en fin d'automne, en totalité ou partiellement, le stock d'eau dans le sol et les nappes. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Selon les conditions géographiques, ce stock est mobilisé plus ou moins tôt en saison par la végétation et atteint généralement une situation minimale correspondant à l'étiage estival des rivières. La capacité de rétention en eau d'un bassin versant, outre le stockage artificiel des barrages, dépend de la teneur du sol, profondeur, type, teneur en matière organique, et de sa capacité naturelle de stockage, par exemple en amont d'une haie ou dans les nappes. Cette eau emmagasinée va être consommée en partie ou en totalité sur place par la végétation, mais elle va aussi servir à alimenter sources et rivières après infiltration et écoulement dans le sol. L'arbre influence de différentes façons ce cycle naturel de l'eau, en permettant une plus grande infiltration dans le sous-sol, réduisant ainsi le ruissellement, en facilitant le stockage de l'eau, on pense là aux haies perpendiculaires à la pente, mais également un petit mot sur les haies donc parallèles à la pente, du fait de ce fossé qu'il faut à tout prix conserver. L'eau est guidée vers la rivière au lieu de débouler sur toute la surface, si vous voulez, du champ et les conséquences d'érosion qu'on verra après. Les arbres, en consommant plus d'eau en été grâce à son enracinement profond, celui-ci permet de mobiliser les ressources disponibles en eau du sol, éventuellement dans les bas de versant en entrant en contact avec la nappe. L'arbre hors forêt, donc l'arbre champêtre, contribue comme d'autres facteurs, l'enherbement, c'est les liaisons, l'enherbement, à réduire l'ampleur des crues. Son influence sur les débits d'étiage est moins évidente et plus difficile à mettre en évidence compte tenu de la complexité des facteurs en jeu. Ça, c'est des choses qui ont été affinées depuis. Hop. Voilà. Deuxième partie, c'est accroître la protection des sols contre l'érosion. Rappelez-vous l'article sur, je ne sais plus, Karelov ou Motref, 60 000 cubes en quelques minutes, quoi. Et ça, c'est la part. Là, ça, c'est visible. C'est visible. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les élus ont demandé que les communes soient classées en état de sinistre, commune sinistrée. Ouais, à Motref, ouais. Bon, pas un mot, une page entière, hein, pas un mot sur pourquoi c'est arrivé, quoi. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, c'est... Oui. Donc, les talus, le bocage, accroît la protection des sols contre l'érosion. Les arbres et les structures associées, talus et fossés, en favorisant l'infiltration, diminuent la quantité d'eau ruisselée, laquelle conditionne fortement l'érosion. Les haies situées perpendiculairement à la pente peuvent aussi réduire la vitesse de l'eau, autre facteur déterminant de l'érosion. Mais si les arbres et les haies peuvent contribuer efficacement à lutter contre l'érosion, ils ne peuvent, à eux seuls, résoudre tous les problèmes qui sont liés avant tout aux pratiques agricoles, on en a parlé vite fait tout à l'heure, en place comme la couverture du sol. Le sol, un capital qui ne se renouvelle que très lentement. Ça, c'est quelque chose que Jean-Luc, qu'on a évoqué avec Jean-Luc l'autre jour à la conférence de presse à Calac.
Le sol est une ressource fondamentale de l'agriculture au travers de sa fertilité. Il filtre et protège les ressources en eau. Il stocke une quantité importante de CO2 au travers de la matière organique et possède une biomasse vivante plus élevée que la biomasse aérienne. Il constitue ainsi un écosystème très important et très riche en espèces. Dans les quelques premiers centimètres de sol, toutes ces espèces, depuis la bactérie jusqu'au ver de terre, participent au recyclage de la matière organique. Le sol peut être considéré comme une ressource non renouvelable du fait de sa vitesse de constitution particulièrement lente. Alors, combien d'années faut-il pour créer 1 centimètre de sol? 30 ans. Entre 100 et 400 ans. Ouais. Toute perte de sol qui dépasserait 1 tonne par hectare par an devrait être considérée comme irréversible sur une échelle de temps de 50 à 100 ans. Donc des surfaces qu'on laisse nues, sans talus, ou même un maïs, des champs de maïs plantés régulièrement. Bon, bah là, l'eau entre les plantes, bah, ça dégage, quoi. La pente, évidemment, est un facteur aggravant. Elle conditionne la vitesse, la pente conditionne la vitesse de l'eau, laquelle fait croître d'une façon exponentielle l'érosion. Quand la vitesse de l'eau double, la quantité totale de matériaux transportés croît dans un rapport de 1 à 64. Ainsi, les grandes parcelles de coteaux laissées à nu au printemps ou au moment du semis sont très sensibles à l'érosion. Et là, il y a un tableau là, que je vous résume vite fait. D'un côté, le système de culture et de l'autre côté, la perte de terre en tonnes par hectare. Alors, maïs en permanence planté dans le sens de la pente. On arrive à 85,9 tonnes par hectare. Rotation maïs, avoine, trèfle. Sur maïs, donc quand il y a une rotation triannuelle, quoi. Sur le maïs, 40. Sur l'avoine, 22. Sur le trèfle, 11. Donc, tonnes, hectares de terre qui s'en vont, quoi. Par an. Voilà. Luzerne en permanence, 2,2. Prairie en permanence, 0,7. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à préserver notre mode d'élevage qui aussi garantit aussi souvent des champs plus petits. La culture de maïs ou de céréales, ben, on a dû en parler peut-être tout à l'heure. Ben, c'est des énormes machines, et ben, le talus est considéré comme un obstacle. Considéré comme un obstacle. Il y avait un petit chapitre sur l'imperméabilisation qui est intense dans les zones de grande culture, même de faible pente, où les sols laissés à nu durant une partie de l'hiver sont très sensibles à la formation d'une croûte de battance, on appelle ça. C'est pas trop le cas ici. Dans le Morbihan, là, autour de l'Auminé et tout ça, ça commence à l'être. Où il n'y a plus un talus là-bas. La présence de haies, en particulier perpendiculaires à la pente, est un important outil de contrôle du ruissellement et l'érosion. La présence de haies réduit la longueur des parcelles et ainsi la vitesse et le pouvoir érosif de l'eau. Sur sol pauvre et peu profond, leurs racines aident à retenir le sol et à accroître l'infiltration, diminuant d'autant le ruissellement et les risques d'érosion. Les remembrements en détruisant de nombreuses haies pour agrandir la taille des parcelles ont favorisé l'apparition de phénomènes d'érosion dans les régions atlantiques où traditionnellement ce problème n'existait pas. Voilà. J'ai dit que je ne parlerai pas des mieux recycler les éléments minéraux, en particulier l'azote et le phosphore. L'évapotranspiration, on passe aussi. Protéger les rivières, on passe. Je parlais brièvement du rôle des arbres et de la végétation rivulaire. On apprend des mots tous les jours, des rives, pour absorber les engrais lessivés. Et je vais juste terminer par un petit rappel un peu de ce qu'on a vu. On savait que l'arbre champêtre constituait un élément productif des systèmes agricoles, bois, liège, fruits, nourriture pour les animaux, sous forme de feuillage ou de glands, nourriture des abeilles, etc.
qu'il remplissait aussi de nombreuses fonctions comme la protection du bétail et des cultures contre les excès du climat, l'hébergement d'animaux auxiliaires des cultures, ça c'est un aspect intéressant qu'on pourra voir l'année prochaine, et qu'il contribuait à un niveau élevé de biodiversité dans l'espace agricole. On redécouvre aujourd'hui qu'il joue un rôle majeur dans le cycle de l'eau, dans le cycle des éléments minéraux et dans la préservation des sols. En effet, l'intensification des pratiques agricoles jointe à une pression plus forte des activités économiques et domestiques sur les ressources naturelles, besoin en eau, artificialisation du sol et des pollutions induites, dépôts atmosphériques, épuration complète des eaux domestiques et industrielles, donne encore plus de poids aux ensembles naturels que constituent les forêts, les milieux humides, les prairies naturelles extensives et les différentes structures arborées. Les rôles joués par les arbres et les haies champêtres dans la gestion des ressources en eau sont de plus menacés par une réduction constante de la surface. Tous ces éléments mis à bout montrent qu'il faut tout arrêter d'éliminer, qu'il faut arrêter d'éliminer ces arbres champêtres, que l'on doit mettre en place une véritable politique de gestion et les reconstituer intelligemment dans les zones où aujourd'hui la pollution de l'eau et l'érosion sont de vrais problèmes. Vis-à-vis d'un objectif de préservation des ressources en eau, l'accroissement de la forêt n'est pas d'un grand secours dans la mesure où les surfaces boisées s'étendent principalement là où l'agriculture recule. Alors pour terminer, les Clojou, on a quelques demandes, bon, mis à part évidemment la préservation générale des talus, on souhaiterait que véritablement, peut-être que l'initiative, on va attendre ce que va dire le ministre de l'Agriculture, mais en tout cas, pour nous, il est important, Eric le disait l'autre jour, encore un moratoire sur l'arasement des talus. Stop, on arrête tout, on se pose, on discute, tous ensemble, on met en place une politique de formation des acteurs, des agriculteurs, parce que, bon, un constat, en discutant avec des jeunes paysans, ils me disent, nous, au lycée agricole, il n'y a rien là-dessus. Strictement aucun enseignement. Ou quand il y en a un, c'est une option. Alors pas l'option tracteur, ou l'option, les gamins, qu'est-ce qu'ils choisissent. Donc ça c'est quelque chose, on n'est pas assez nombreux, mais on aimerait bien vraiment mettre le nez là-dedans, interpeller toutes ces structures d'enseignement, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient des formations à l'adulte ou dans les formations de lycée agricole, pour savoir, parce que l'éducation, il faut que ça commence par là. Il faut vraiment que ça commence là. C'est vachement dur, et on le voit au quotidien, d'aller convaincre un paysan que non, tu vas même en tirer des bénéfices si tu préserves tes talus. On en parlait avec Jean-Luc l'autre jour. La taille idéale d'un champ pour pour augmenter le rendement de la parcelle, c'est de 3 hectares. 3 hectares et demi. C'est-à-dire que la courbe de rendement, c'est connu depuis 30 ans, elle fait ça. Elle fait ça. Si vous enlevez les talus, elle fait ça. Donc vraiment, en matière de rendement, il y a économiquement, il y a même tout intérêt également à préserver les talus. On voudrait aussi que dans toutes les communautés de communes soit nommé un technicien bocage. On a pu voir que dans les Comcom où était embauché un technicien bocage, déjà, du fait un peu de son, pas de son impartialité, mais de sa position de fonctionnaire, en fait, on va peut-être plus facilement vers lui. Il peut aller plus facilement sur le terrain pour discuter aussi avec les acteurs. Mettons qu'il met de l'huile dans les rouages, et le rôle... puis bon, il fait quand même... il fait pas un peu peur, mais alors qu'il a très peu de pouvoir au final, mais quand même, le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du bocage, c'est un effet aussi, les gens font un peu plus attention, au-delà de son rôle de diffuseur d'information. Et puis, je terminerai sur les coupes à blanc.
c'est terrible, quoi. C'est autorisé, hein. C'est autorisé, hein, mais alors il y a des essences, par exemple, après, faut trier. On disait ça l'autre jour, non, les noisetiers, il faut vraiment les ratiboiser, hein, pour qu'ils repartent. Bon, évidemment, les chênes et les châtaigniers et les autres, non. Mais les coupes à blanc, ça fait vraiment mal. Car Daniel, ici, oui, ils ont eu le droit de replanter, ils ont eu le droit de, comment dire, de détruire les talus. Ils ont compensé par ce qu'on appelle des boudins de compensation. Ils sont en train de les planter, mais on a croisé dans la campagne le jour, j'ai dit, oui, bon, maintenant on va faire attention à ce que tu passes par les pareuses tous les 3 semaines, comme certains ici, où là, tout la biodiversité s'en va. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tout foutu en l'air, quoi? C'était terrible, hein. C'était 20 ou 30 km de talus, peut-être plus un arbre. Et qu'est-ce qu'il a répondu? On avait le droit. On avait le droit. Donc c'est parti en palette. En pellet. Et les plus beaux sont dans une cour de ferme là. Non, mais ça leur cause pas, quoi. Il faut vraiment qu'on recrée ce lien là, entre l'homme et la nature, dans l'intérêt de l'homme et de la nature aussi. Voilà, donc c'est ces coupes à blanc là qu'on voudrait voir. C'est ce que le maire appelle la valorisation du bocage. Et le maire, il est président de la commission environnement de la Comcom, qui préconise justement cette valorisation du bocage, qui passe par ces fameuses coupes à blanc pour donner du pognon. Valorisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour donner du pognon. C'est pas pour protéger la haine, ni les talus, ni la biodiversité. C'est valoriser. Il faut que ça rapporte du pognon. Le reste, ils s'en foutent. On sera vachement vigilant là-dessus. Alors on nous a assuré, on était en réunion avec Paul et Ronan et Xavier, valorisation du bocage, c'est qui interviendra. Alors c'est des boîtes spécialisées. Moléon, qui est paysager, m'a dit il y a des boîtes qui sont labellisées, qui le font très bien. Donc prélèvement, voilà. Mais oui, on attend de voir. Hein, on attend de voir. Ouais. Voilà, et voilà, je termine là. On pourrait peut-être voir aussi, voilà, qu'est-ce qu'il en coûte si jamais on ne respecte pas, si on détruit les talus, qu'est-ce que risque l'auteur, est-ce que les normes sont respectées, mais bon, on n'a pas le temps. Voilà, on a sûrement oublié des choses, mais merci. Bon, on n'a pas la science de Jean-Luc, mais si vous avez des remarques ou des questions, avant que nos artistes Bernès et Soy passent. Il y a une telle pression sur le bois que c'est presque... Évidemment, je suis contre ça, mais il y a une telle pression sur le bois pour le chauffage que c'est presque normal que les paysans qui disposent de beaucoup de haies en profitent pour se faire de l'argent. C'est mettre en valeur, mais sans... C'est une autre façon de penser la valorisation. Alors que faire? C'est le prélèvement raisonné. C'est le prélèvement raisonné. Oui, sauf que le prélèvement raisonné, il ne rapporte pas beaucoup parce que ça demande beaucoup plus de temps de d'élaguer et tout ça. C'est ce qui se faisait avant. Tous les 7 ans, les paysans élaguaient la même parcelle pour leurs seuls besoins. Là, non, c'est ça, c'est vraiment une vision à court terme. Mais toute l'agriculture, une vision à court terme. Voilà, merci. Eric, vous voulez rajouter quelque chose? L'exploitation du bois du bocage peut être faite sans détruire
les haies et les talus. On ne peut pas tout sanctuariser non plus. À partir du moment où on décide d'utiliser une ressource, c'est l'augmentation des prix, etc. Ça c'est vrai. Mais le phénomène n'est pas que attaché à vouloir se faire des ronds aussi. Parce qu'on constate par exemple dans les zones où il y a eu des arasements ou alors des coupes à blanc juste pour éliminer les arbres, ils sont entreposés dans des coins des champs et ils sont brûlés. Et des troncs, ça j'ai des photos, oui, ils sont brûlés. C'est-à-dire que c'est pas que raisonné, c'est-à-dire que c'est même pas de l'argent, c'est pas... Non. C'est parce que, c'est ce que disait Erwan, l'arbre a perdu aussi son statut en fait de tailler, et en fait c'est un obstacle, c'est uniquement un obstacle. Et après quand on l'exploite, il y a moyen de l'exploiter sans araser et sans couper à blanc, voilà. Et plus longtemps. Mais il y a une activité économique qui existe quand même, qui est faisable. À Saint-Nicodème cet automne, là, il y avait une intervention justement d'une personne qui faisait ça sur Glomey, qui était en train de faire la promotion de ça, on va dire, sur Glomey, et qui avait du coup une façon particulière de... Il y a des formations qui sont proposées aux agriculteurs, mais il faut qu'ils aient envie de les suivre, par les PAGA en particulier, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a des choses qui sont faisables, mais il faut suffisamment être présent pour encourager à le faire. Sinon, si on laisse faire, en tout cas, ça va être très rapide, vraiment. Il faut s'emparer de ça, c'est dans les années qui viennent, réellement. Ça, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais on voit bien les dérives de l'agriculture intensive, en tout cas, on les voit de plus en plus. Par contre, si, ça commence, il y a des prises de conscience qui arrivent. Par exemple, les vaches laitières, qu'on a beaucoup dans le coin, il y a une prise de conscience de pour l'arrêt de l'ensilage, par exemple, qui est en train de se faire à plus haut niveau en ce moment. Ben parce que remettre les vaches à l'herbe, on est en train de découvrir un concept, mais ça fait quand même son chemin, parce que l'eau, il y en a de moins en moins, on voit bien que c'est une réserve, une denrée qui devient de plus en plus compliquée à obtenir. Donc si, ils sont conseillés par l'évolution actuelle de l'agriculture, mais c'est en train, il y a des prises de conscience qui existent, réellement. Mais il faut que nous, on pousse pour les appuyer, parce qu'on ne peut pas laisser les gens, nos dirigeants, uniquement décider pour nous. Ils vont aller dans ce sens, mais il faut que nous, on montre qu'on est là. Il faut le faire, on ne peut pas laisser faire. Voilà. Il faut qu'on montre qu'on a une influence, et on a une influence. Il faut le faire. Il faut s'en emparer. Même si c'est difficile dans les campagnes, c'est difficile. Parce que il faut s'en emparer. Les pagas, c'est quoi les pagas? C'est un sigle? Les pagas, c'est un sigle, alors je ne saurais pas te dire exactement, mais c'est la gestion des eaux en particulier et des bassins versants de l'Aulne. Donc ça concerne le SPZ, ça concerne les communes Basse-Crignac, Berlin, dont on parlait tout à l'heure aussi. Ça concerne toutes les communes autour de l'Aulne. Oui, c'est ça, voilà. Merci. La soirée continue. Allez.